Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une journée de fébrilité aujourd'hui à Cube. Tout le monde est fébrile, avez-vous senti ça depuis ce matin, là? Mario, Isabelle, Benoît, moi, puis vous allez le sentir avec Richard aussi. On est fébrile parce que, oulala, aujourd'hui, c'est la journée où on se fait photographier pour la nouvelle campagne publicitaire de Cube. Fait qu'on s'est tous mis beaux. D'abord, on s'est tous habillés dans les tons de bleu, blanc et beige, sauf Richard qui s'est habillé en noir parce qu'il a comme pas eu le mémo. Mais c'est pas grave, je l'aime quand même. Et puis, on s'est toutes grimées, on s'est toutes bien coiffées et tout ça parce que c'est aujourd'hui la journée de la photo officielle. Et je me sens un petit peu comme mon fils quand chaque année à l'école, ils font la photo officielle de l'école. Puis que là, mon fils s'habille tout propre pour les photos qu'il va pouvoir remettre à maman et à grand-maman. Donc, si vous sentez une certaine fébrilité aujourd'hui sur les ondes de Cube, c'est à cause de cette photo, ou peut-être à cause du fait que depuis que je suis arrivée il y a 1 heure, je me promène partout avec 2 grosses tablettes de Toblerone et je distribue des morceaux de Toblerone à tout le monde. Donc, si vous trouvez que Jean-Philippe Leroux, qui est à la mise en onde, est vite sur le piton, c'est grâce à la caféine et au cacao contenu dans les tablettes de Toblerone. On salue aussi Fabien. Fred Bastien, pardon. Pourquoi je l'ai appelé Fabien? Ça doit être parce que moi aussi, j'ai mangé du chocolat. On salue Fred Bastien. Tiens, on va commencer comme ça. À la mise en ligne, qui lui aussi a mangé du chocolat. Et je veux quand même saluer Hugo Veilleux, journaliste à la recherche, qui lui a refusé mon chocolat. Donc, tant pis pour lui, mais je l'aime quand même. Je vous parle de gastronomie et je vous parle de dégustation de chocolat. C'est un petit peu une entrée en matière, une mise en bouche pour notre premier sujet. Vous le savez, évidemment, le 15 mai dernier, on a appris quels étaient les restaurants québécois qui se retrouvaient sur la liste des étoilés Michelin. Il y a 9 restaurants, mais un total de 10 étoiles, puisque le restaurant Tanière à Québec s'est mérité 2 étoiles. Mais il y a plein de gens dans le milieu de la restauration qui disent « Mais est-ce que ça valait ce que ça coûtait? Est-ce que c'était un bon investissement de la part des différents paliers de gouvernement que de sortir des millions pour attirer le guide Michelin ici au Québec? » Une des personnes qui se pose cette question-là, c'est Marie-Claude Lortie, que vous entendez souvent sous les ondes de Cube. Elle est chroniqueuse et rédactrice en chef au journal Le Droit. Marie-Claude, bonjour. Marie-Claude, bonjour. Marie-Claude, bonjour, Sophie. Oui, bonjour. Marie-Claude, donc évidemment, je te reçois aujourd'hui parce que tu as écrit une chronique à ce sujet-là, mais aussi parce que tu as été pendant des années critique de restaurant au journal La Presse. Tu as publié des guides de critiques de restaurants. T'as voyagé à travers le monde aussi pour aller goûter à des restaurants à travers le monde. Donc, tu es extrêmement bien placé. Toi, quand tu as appris au début, quand nos collègues du Journal de Montréal avaient fait ce calcul-là pour en arriver à un total de 2 100 000 $ pour attirer le guide Michelin au Québec, ça avait été quoi ta réaction à l'époque, quand le chiffre avait été sorti? Ben, de façon générale, je te dirais, quand j'ai appris que le guide Michelin s'en venait au Québec, ma première réaction a été une d'ennui. J'étais là, mais je peux pas croire que c'est la seule chose à laquelle ils ont réussi à penser. Je trouve ça un manque d'originalité, un manque de profondeur, un manque de réel travail sur ce que ça prend pour développer des destinations gastronomiques comme on pourrait en développer au Québec et au Canada. Parce que c'est comme une solution, je dirais, facile, en fait. Mm-hmm. C'est comme on prend une marque connue, ah oui, Michelin, tout le monde connaît ça, on lance un peu d'argent, puis regardez, ça va bien aller. Mais c'est pas comme ça que des villes improbables sont devenues des destinations gastronomiques. Donne-nous un exemple. Montréal, Donne-nous un exemple Montréal, à travers le monde. Ouais. Je dirais Copenhague. Je dirais Lima au Pérou. Je dirais l'Australie en général, Sydney en particulier.
sais, quand on disait Copenhague, il y a 20 ans, les gens disaient, mais ça se peut pas que ce soit une destination gastronomique. Voyons donc, ils mangent des patates puis du hareng mariné, là. Ah oui. C'est ça, là. Le Pérou, c'est comme un restaurant vraiment gastronomique, des restos gastronomiques, là, genre c'est super chic. Non, le Pérou, il y a 20 ans, c'était le Sentier Lumineux, c'était les attaques terroristes. Ben oui. C'était un pays en développement. C'est comme, oui, pour aller manger des choses exotiques, mais pas de la fine gastronomie. Or, ces pays-là, ces villes-là ont investi de façon organique, très précise, très pointue pour développer une culture gastronomique, autant chez eux puis pour aller chercher des gens de l'extérieur pour qu'ils soient témoins de ça. Fait que c'est quelque chose qui se passe à 2 niveaux. D'abord, il faut développer la gastronomie, puis ensuite, il faut aller chercher les gens à l'extérieur pour qu'ils voient la gastronomie, qu'ils y goûtent, puis qu'ils sachent que c'est bon. Parce que tu as beau avoir le meilleur restaurant du monde, si personne y va, si personne est au courant, ben ça donne rien. Donc, il y a eu des investissements qui ont été faits vraiment très pointus là-dessus. Puis les gens, je me rappelle d'avoir parlé à des restaurateurs au Québec qui étaient jaloux de ça parce qu'ils voyaient que les offices de tourisme et tout aidaient les restaurants locaux à prendre de la place. Puis la technique qu'ils ont employée beaucoup, dont j'ai été témoin là, au premier rang, c'est qu'ils allaient chercher des journalistes dans le monde. Puis je parle pas d'influenceurs qui connaissent pas la gastronomie. Je parle des vrais critiques gastronomiques. Ils allaient chercher celui de l'Autriche le plus connu, celui de Finlande le plus connu, celui des New-Yorkais, et puis partout dans le monde. Ils construisaient des voyages de presse. Ils investissaient aussi beaucoup dans les conférences. Ça, les conférences gastronomiques, là, ça marche super bien parce que les journalistes viennent faire des reportages, mais il faut qu'ils mangent. Donc, ils vont manger, puis là, ben ils vont chez Noma, le fameux Noma, le restaurant danois qui est devenu le meilleur restaurant au monde, donc que tout le monde connaît. Et il est devenu ce qu'il est devenu parce que il y a eu toutes sortes d'acteurs qui se sont mis ensemble pour aider le restaurant, puis aussi pour faire venir les journalistes et les chefs, et aussi, pas juste les journalistes, les décideurs, des gens, des offices de tourisme des autres villes, pour créer des ponts. Fait que, tu sais, envoyer de l'argent à Michelin, c'est comme banal, c'est facile. Puis d'ailleurs, les restaurants qui ont été choisis, je sais pas, moi je veux pas insulter personne, là. Je sais que tout le monde travaille fort dans la restauration, mais il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait à ma place, le magazine Cult. On dit la liste, on dirait que c'est la liste des recommandations de mon grand-oncle qui a suivi ce que le concierge de son hôtel lui a dit de faire. Oui, c'est ça. C'est très méchant. C'est très méchant, mais en même temps, ça peut être vrai. C'est-à-dire que, par exemple, des restaurants qui ont plus misé sur une vraie originalité, qui ont fait les choses en sortant des sentiers battus, qui sont pas des restaurants avec nappe blanche et tout, ils se retrouvent pas dans les étoiles Michelin. Donc, est-ce que tu irais jusqu'à dire que, sans insulter personne, mais que les restaurants qui ont été choisis par Michelin, c'est plus des restaurants, entre guillemets, traditionnels? Oui, complètement. Enfin, il y a une coupe de choix là-dedans. C'est pas juste traditionnel, c'est que c'est des gens qui ont pris la liste des critères Michelin les plus de base, les plus, tu sais, comme la petite table pour... Je sais pas si c'est le cas, mais c'est le genre de critères. Okay? Je donne des exemples de critères. Une petite table, un petit tabouret pour déposer ton sac à main quand tu es une femme. OK? La nappe, la qualité des couverts, la qualité des verres. Il y a toutes sortes de choses comme ça qui sont importantes, mais Michelin accorde une importance quand même assez grande à ce genre de choses-là, qui fait que si un restaurant décide d'investir plus dans les produits que dans la qualité des nappes, puis dans le service de nettoyage des nappes, ben il est lésé pour ça. Tu sais. Puis c'est ça qui était vraiment choquant de Michelin, de cette liste-là, c'est que est-ce qu'elle allait chercher vraiment le meilleur de ce qu'il y a à Montréal? Non. Parce que si tu vas à Paris là, ou à New York, là, dans les grands restaurants qui coûtent une fortune, où tu as des gens qui arrivent avec des budgets infinis, ben peut-être que rendu là, on est en train de comparer l'épaisseur des nappes et la qualité du coton égyptien. Mais Montréal est pas connu pour ça. L'essence de Montréal, c'est pas ça. Puis sur le terrain de la qualité de la nappe, on sera jamais gagnant contre Tokyo ou Londres ou Paris. Mais moi, ce que j'ai aimé,
Mais Marie-Claude, moi, ce que j'ai aimé de la liste, c'est que justement, ça couvrait d'abord l'ensemble du Québec. Donc, c'était Montréal, Québec. Il y a même un restaurant à Rimouski. Donc, ils ont quand même tenu compte de la diversité et de la richesse de la gastronomie, justement, pas juste à Montréal. Ça devrait être un point, ça devrait être un point positif quand même pour le guide Michelin, non? Oui, mais dans le bas du fleuve, ils sont passés à côté du meilleur restaurant, de la Colombe-Saint-Pierre. Exactement. Il n'y a pas beaucoup de femmes là, dans la liste des étoilés. Oui. Sophie, là, si tu regardes ça, là, Graziella, elle n'a pas eu d'étoile. Selon moi, elle en méritait certainement autant que d'autres qui en ont eu. Et puis, Graziella Battista, Colombe-Saint-Pierre n'a pas eu. Il y a des grandes... Il y a certaines... Il y a comme eu des vieux réflexes d'aller vers des valeurs sûres, mais pas des valeurs sûres de maintenant, des valeurs sûres d'il y a 30 ans. Tu sais, Michelin, là, a perdu énormément de crédibilité depuis 20 ans, 30 ans. Moi, quand j'ai commencé à couvrir la restauration en 2001, 2002, déjà, Michelin était plus vraiment pris au sérieux. Ouais. C'était le début de l'explosion des listes alternatives, dont les fameux 50 Best, qui étaient... ça venait d'un magazine britannique qui s'appelle le magazine Restaurant, qui est un magazine professionnel. Et eux, justement, ils en avaient marre de Michelin. Le Michelin, ils choisissent toujours le même genre de restaurants qui font le même genre de trucs. Alors, ils sont allés couronner El Bulli en Espagne, puis le Fat Duck à l'extérieur de Londres pour avoir des restaurants complètement déjantés, puis complètement... c'est ça, une grande créativité. Là. C'était l'époque de la fameuse cuisine moléculaire. C'est eux aussi qui ont fait grimper le fameux Noma, qui cuisinait avec des ingrédients complètement non traditionnels par rapport au restaurant classique Michelin. Alors, tu sais, Michelin, en ce moment, est en train de... C'est un peu... C'est pas un miracle, mais c'est pas là que les gens vont pour chercher l'information sur ce qui est vraiment de pointe quand on est des gastronomes. Or, c'est important de chercher des gastronomes de pointe parce que c'est comme dans n'importe quel autre secteur. C'est eux qui sont comme des locomotives qui vont faire en sorte qu'après, les foules adhèrent à ça. Alors, donc, il faut essayer de... aller chercher Michelin en soi, ça aurait pu être intéressant si ça avait fait partie de toute une stratégie intégrée où on va chercher les dépisteurs d'avant-garde, les journalistes sérieux des journaux reconnus du monde entier. Si on avait eu une réelle réflexion aussi sur les investissements qu'il faut faire pour aider les restaurateurs et les restauratrices, parce qu'il y a un grand déséquilibre dans le monde du restaurant. Oui. Les hommes ont plus souvent des financiers, des gens pour les aider. Et ça fait une grosse différence. Là. Colombe, pour nommer encore Colombe, elle tient son restaurant à bout de bras. Là. Vraiment, ça poche. Alors qu'il y a d'autres restaurateurs qui ont de l'aide des grandes banques, puis ici au Québec, mais beaucoup aussi à l'extérieur, là, dans les autres villes. Fait que c'est ça, moi, ce que je déplore dans cette histoire de Michelin, c'est que j'ai l'impression qu'on a mis de l'argent dans quelque chose en pensant que ça serait comme instantané, facile, pas compliqué. Mais non, ça n'a pas donné. Puis les résultats sont hyper décevants. Là. Les gens qui vont venir ici pour essayer certains de ces restaurants-là, je suis pas sûre qu'ils vont retourner en pensant que le Montréal, c'est formidable. Puis surtout, ils verront pas le Montréal qu'on connaît, puis les choses exceptionnelles qu'on fait. Ils iront pas à l'essentiel moelle de ce qui fait ça. La signature. Parce que, par exemple, en effet, tu mentionnais tout à l'heure Graziella, puis le hasard fait en sorte qu'on a interviewé, ici à Cube, on a interviewé Graziella Battista la semaine dernière, ou celle d'avant, hein, Hugo, je pense, il y a 2 semaines, parce que la ville de Montréal, il y a tellement de travaux dans le Vieux-Montréal qu'elle a décidé cette année de pas ouvrir de terrasse. Alors, tu sais, tu disais, il faudrait aider les restaurateurs. C'est certainement pas comme ça qu'on va aider les restaurateurs. Puis peut-être qu'il y a plein de gens, en effet, attirés par les étoiles Michelin qui vont venir à Montréal ou qui vont aller à Québec et à Rimouski. Puis quand ils vont arriver à Montréal, dans le Vieux, ils vont être pognés avec plein de travaux partout. Puis ça donne pas envie à personne d'aller manger au restaurant. Marie-Claude, je rappelle que tu as écrit une chronique dans le journal Le Droit qui s'intitule « Michelin, est-ce que ça valait 2,1 millions ?» Des chiffres qui avaient été sortis, compilés par le Journal de Montréal, Journal de Québec. Donc, tu m'as mis l'eau à la bouche. Là, j'ai juste envie de prendre l'avion puis d'aller à Londres manger au Fat Duck ou d'aller à Copenhague, aller manger chez Noma ou d'aller à Lima au Pérou pour aller manger de la bonne bouffe. C'est Lima que je te recommande en premier.
Ben toi, en t'as déjà premier. vécu au Pérou, non? Une petite période, il me semble, non? Non, 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 non. J'y suis allée à quelques occasions, puis Ah, OK, la parfait. gastronomie est exceptionnelle. Exceptionnelle, exceptionnelle. Mais OK, ça, c'est un exemple. Ils ont créé des événements, des foires, ils ont invité des ouais. journalistes. C'est ça qu'il faut faire aussi, là. Voilà. Alors donc, faites des endroits où les Marie-Claude Lortie de ce monde ont envie d'aller puis en parler dans leurs journaux respectifs. Marie-Claude, c'est toujours un plaisir de te parler. Merci Marie-Claude Lortie.